Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47, bienvenue. Votre émission de jeunesse 50 minutes change de menu ce jour en lieu et place du débat et de la langue Molière. Nous recevons des invités qui nous viennent de l'Agence nationale de la salubrité publique, ANASAP. Avec eux, nous aborderons la question de la brigade de salubrité publique qui a été donc créée au sein de l'agence. Pour cela, nous recevons le chef de bataillon Kao Nglaani, commandant de la brigade de salubrité de l'ANASAP. Bienvenue, monsieur Kao. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien. Voilà. Nous recevons également monsieur Tamakwe Efui Koufi. Il est chargé de communication à l'ANASAP. Monsieur, bienvenue. Bienvenue, madame, et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça suffit, sinon j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Ah, tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué, hein? Tu vois ces étalages-là? Les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramassez tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. ANASAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Voilà une transition qui annonce de quoi il est question ce matin. Nous allons parler de l'encombrement. Alors, nous avons appris que l'agence, l'ANASAP, donc, dispose en son sein une brigade de salubrité publique. Monsieur Kao, de quoi il est question? C'est quoi cette brigade, sa composition et justement les actions sur le terrain? Merci, madame. Au sein de l'ANASAP, effectivement, il y a une brigade qui a été créée par arrêté numéro 1352 MUHCV CAB SG du 18 novembre 2016 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la brigade de salubrité publique au sein de l'Agence nationale de salubrité publique. Donc, comme vous permettez, madame, Oui. Comme membre, à ce jour, nous sommes 13, issus de 5 ministères sectoriels. Et comme mission, nous faisons de la gestion des plaintes liées au cadre de vie. Nous participons également à la veille environnementale. Nous faisons de la police administrative. Nous participons également à la lutte contre les branchements illicites dans les caniveaux, à la lutte contre la divagation et le levage des animaux en milieu urbain, et surtout, ce qui concerne ce thème aujourd'hui, les phénomènes d'occupation anarchique des places et des emprises publiques à divers fins, communément appelé l'encombrement. Voilà, justement sur la question de l'encombrement, monsieur Tamakwe, qu'est-ce qu'on peut entendre par encombrement? Merci, madame. On peut entendre par encombrement le fait d'occuper de manière illégale, pour ne pas dire sauvage, des espaces qui sont destinés à d'autres fins, notamment le passage des piétons, par exemple, notamment des espaces verts, notamment des espaces publics. Monsieur Kawa, quelque chose à ajouter par rapport à cela? Par rapport justement, il faut aller dans les détails. Comme espace vert, espace public ou bien emprise publique, il y a des emplacements aménagés par l'administration pour pouvoir recueillir certains services ou de servir de lieu de loisirs ou de repos. Mais force est de constater que certaines, pour diverses raisons, viennent occuper ces endroits à d'autres fins commerciales, pour beaucoup de raisons. Aussi,
le législateur a prévu certains gabarits pour les voies de circulation et les distances qu'il faut entre les maisons, les bâtisses et les voies de circulation. Mais malheureusement, les gens ne les respectent pas, ils les occupent anarchiquement, illicitement, pour plusieurs raisons. Sur vos actions, dans les actions sur le terrain, quels sont les types d'encombrements que vous rencontrez? Il y en a diverses, à savoir l'occupation des trottoirs par les ateliers de tout genre. Il y a les ateliers de coiffure, de couture, de mécanique, des étals, de menuiserie, de meublerie, de plein de choses, de commerce, d'alimentaire ou de beaucoup de choses, de quincaillerie et pourquoi pas même par des garages. Ça c'est typiquement au niveau des voies. Maintenant, au niveau des emplacements prévus pour des aménagements futurs par les autorités communales, il y a également des gens qui squattent pour des activités de tout genre. Voilà, grosso modo, par rapport à pour faire un distinguo entre l'occupation des voies de circulation et les espaces prévus et même des espaces aménagés. Je vais donner juste un exemple. Vous allez voir qu'au niveau des carrefours, des ronds-points aménagés pour la beauté de la ville, les gens viennent installer des commerces, des bars. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'encombre. Monsieur Tamakou, Oui, madame. d'autres types d'encombrements aussi? Bon, ben, je pense qu'il a tout cité. Il y a les commerces de nuit, des fois, il y a des gens que vous ne verrez pas forcément en journée. Ben, la nuit, ils viennent occuper les espaces pour vendre, mais des fois même de l'alcool et des produits prohibés. Il y a aussi nos frères mécaniciens aussi qui se plaisent à occuper les trottoirs et les espaces publics. Il y a aussi nos sœurs qui, comme l'a dit le commandant, qui font les petits commerces, qui sont même à la limite, je dirais même, de la chaussée. Donc, mais ce sont vraiment ce type d'encombrements que nous constatons, sans oublier. Et ceux qui font de la construction, on remarque qu'aujourd'hui, lorsque les gens sont en chantier, ils entassent une quantité très importante de gravats au bord de la route et même des fois directement sur les caniveaux sans les recouvrir de bâches, mais ce qui fait que tout le sable, tout le gravat se retrouve directement dans les caniveaux et en cas d'inondation, c'est la catastrophe. Voilà. Monsieur Kao, tout à l'heure, vous avez parlé d'une distance que normalement les gens doivent respecter. Est-ce qu'on peut connaître la mesure peut-être de cette distance-là? Quelques exemples? Sans trop aller dans les détails, dans la construction des routes et au niveau de la loi que je vais encore peut-être repréciser, c'est un décret récent de 2022-106/PR du 17 octobre 2022 de la même année qui a classifié les routes. Donc les pistes, les routes, les voies nationales, les voies internationales avec leur gabarit, leur dénomination. Et comment est-ce que ces voies sont aménagées avec leurs accotements, les caniveaux et la distance de ces voies-là, de tous ces ouvrages par rapport aux bâtisses éventuelles qui peuvent être érigées. Donc en règle générale, dès que vous voyez une route ou bien une voie de circulation, il y a la partie cyclable pour les piétons, les véhicules automobiles. Il y a aussi les caniveaux. Déjà, ces espaces-là, normalement, ne doivent pas être occupés. Sans chercher à calculer, à aller dans les distances, ça dépend de la largeur du gabarit de la route. Maintenant, à partir des caniveaux, pour certaines routes, à la limite des caniveaux, jusqu'à une certaine distance, je crois bien 1,50 m, c'est réservé aux piétons. Maintenant, à partir des piétons, de la voie des piétons, jusqu'à les premières fondations des bâtisses éventuelles, ça dépend du gabarit de la route. Pour certains endroits, ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Ailleurs, ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Et généralement, ça s'arrête à 1,50 m.
Voilà. Avant donc de poursuivre cet échange, David, si tu es avec nous, nous allons voir quelques éléments en vidéo pour voilà, confirmer ce que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau. Dans les images, des voitures, on va dire, peut-être qui sont en panne, hein, mais qui sont garées le long des voies qui encombrent justement la circulation. Effectivement, comme nous le voyons sur les images, nous voyons que même déjà, même quand vous rentrez à l'intérieur des quartiers, les voies qui sont entre deux maisons, je dirais, sont aujourd'hui occupées par nos frères garagistes. Mais ce qui fait même que vous, qui êtes résident dans ce quartier même, pour pouvoir même circuler, rentrer chez vous, c'est un problème. Et nous recevons également des plaintes à ce niveau. Ces images-là confirment tout ce que nous sommes en train de dire et ça nous sert aujourd'hui de sensibilisation pour dire à nos frères qu'un garage, c'est à l'intérieur. Un garage ne se déporte pas, ne se déplace pas sur la voie publique. Comme vous le voyez dans les images, c'est assez alarmant. Là, même deux voitures même ne peuvent même pas se déplacer. Alors que c'est des rues de 60 mètres qui sont occupées de part et d'autre par les véhicules. Également pour les trottoirs, comme nous l'avons vu sur les images aussi, nos frères mécaniciens transforment carrément, surtout les mécaniciens à deux roues, les vulcanisateurs, ils transforment totalement les voies piétonnes là en atelier et où ils mettent d'appâtable pour leur servir d'atelier et ils garent aussi. Il y a aussi un autre phénomène que nous observons, c'est les personnes qui vendent les motos deuxième main, comme nous l'appelons communément. Ces personnes-là, carrément, ils bloquent la voie et ils exposent les motos. Ça fait que vous, piétons, vous êtes obligés, quand vous voulez passer, de marcher sur la route au risque de vous faire écraser. Et des fois, quand les gens les interpellent, ça devient source d'insultes, source de disputes et des fois même, ça se transforme en affrontement. Donc, c'est vraiment tous ces mots-là que nous remarquons et qui ne sont pas honorables pour la capitale qu'est Lomé, que nous dénonçons. Des fois, comme vous le voyez, c'est des gens qui ont fait des chantiers, qui ont abandonné et quittent du gravier, quittent du goudron, quittent le matériel même. Des fois, on l'oublie là-bas parce qu'il est en panne. Et tout ça ne concourt pas vraiment à rendre notre capitale et l'intérieur de nos quartiers salubres. Ces images-là, nous les observons à peu près dans tous les quartiers de Lomé et également à l'intérieur du pays. Voilà. Quand vous étiez en train de parler, il y a cette image-là qui m'est venue. Peut-être quelqu'un qui a loué une maison et que peut-être dans cette maison, il n'y a pas de garage. Cette personne a un engin à 80 voitures et qu'elle est obligée peut-être de garer devant la maison. Est-ce que on peut parler d'encombrement dans ce cas? Non, a priori, ça, je pourrais dire que c'est acceptable. Mais ce n'est qu'une voiture ou deux au plus, mais s'ils sont des couples. Mais ce dont nous parlons, c'est vraiment, on garde un, deux titans, 3, 4, 7 titans sur la voie et vous ne pouvez même pas passer. Et des fois, c'est de part et d'autre. Des fois, c'est de part et d'autre et au milieu de la route. Comme si nous étions dans un état de droit où chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut. Comme on le dit, et votre liberté ne doit pas empiéter celle de votre voisin. C'est très important. Voilà. Commandant, alors comment procède la brigade sur le terrain? Bon, en temps normal, chaque jour, nous faisons des sorties, des patrouilles de jour comme de nuit. Et au cours de ces patrouilles, nous faisons des constats nous-mêmes. Voilà. À partir de ces constats, nous procédons immédiatement à l'interpellation de ces mises en cause qui sont, je sais pas, ne sont pas en règle avec la loi. Donc, en dehors de nos constats personnels au cours de nos patrouilles, nous recevons également des plaintes. Voilà, donc des plaintes par plusieurs canaux. On reviendra sur la manière dont nous recevons les plaintes. Et donc, sur ces plaintes aussi, donc, nous faisons des descentes sur le terrain qui nous permettent de faire les constats. Dès que nous constatons, nous interpellons les mises en cause et
s'ensuit des échanges et des explications et de la pédagogie pour faire comprendre aux gens le bien fondé de nous, notre service, et l'infraction qu'on leur reproche, bon, pour le bien vivre. Maintenant, au-delà de ça, nous donnons des mises en demeure pour que ces personnes mises en cause soient dans les règles, voilà, en leur accordant des durées, ou bien même parfois même en leur proposant d'autres solutions palliatives ou alternatives pour pouvoir pallier ce qu'ils sont en train de ce qu'on leur reproche. Maintenant, c'est tout un processus. Ensuite, nous revenons sur les lieux pour un suivi, pour voir est-ce qu'avec notre intervention, notre passage, ou bien notre interpellation, est-ce que ces personnes-là sont revenues à la normale. Mais quand nous constatons en ce moment que ces personnes, pour certaines raisons, d'être évoquer des moyens, des dispositions complémentaires, d'autres, c'est par pure mauvaise volonté, là nous passons à l'étape supérieure qui est l'ultime par les amendes. Et parlant des amendes, si vous permettez, je peux continuer. Il y a plusieurs types. Il y a d'abord les amendes pécuniaires qui sont prévues par la loi. Il y a des saisies d'articles d'étalage et nous procédons aussi parfois à des fermetures provisoires ou définitives des kiosques et consorts. Voilà, donc voici en grosso modo les amendes que nous infligeons aux personnes. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'interpellation. J'aimerais savoir si cette interpellation, vous le faites en collaboration peut-être avec les forces de l'ordre, de sécurité, ou bien c'est seulement la NASAP qui travaille sur le terrain? Merci madame. Dans la présentation de la brigade, j'avais dit que nous étions 13 membres pour le moment, issus de 5 ministères sectoriels. Parmi cette équipe de la NASAP, il y a des officiers de police judiciaire qui font des constats et qui procèdent aux interpellations en bonne et due forme, comme dans les commissariats, comme dans la gendarmerie. Donc nous avons le mandat d'interpeller quelqu'un s'il n'obtempère pas. Nous avons tous les moyens de coercition qu'il faut pour dire que nous sortons sur le terrain en tenue de travail. Voilà, qui nous permettent de pouvoir exercer l'autorité de l'État comme il nous a été conféré. Donc, parfois également aussi, nous demandons le concours de nos collègues de forces de défense en appui. Quand l'opération est planifiée, organisée et prévue sur une durée bien donnée. Mais dans la routine, c'est la brigade qui travaille en permanence. Voilà. Monsieur Tamakoué, en termes de descente sur le terrain, il y a des sensibilisations qui se font. Est-ce que les populations sont réceptives ou bien elles se disent, bon, qu'est-ce que ceux-là sont venus nous dire? Comment est-ce que ça se passe? Merci madame. Effectivement, quand nous recevons des plaintes, la brigade ne se déplace pas en même temps. Il y a quand même un premier déplacement sur le terrain qui est fait par les équipes de la communication pour que la plainte que nous avons reçue, ensemble avec la personne incriminée, nous puissions le constater et le vérifier et prodiguer d'utiles conseils aux mises en cause pour lui demander de faire changer la situation. Dans beaucoup de cas, les gens obtempèrent et là, on remarque que c'est des fois par ignorance ou bien par laxisme que les gens adoptent certains comportements. Maintenant, dans certains cas aussi, nous nous opposons à un refus catégorique où la personne, bien qu'elle soit en tort, et elle estime que bon, elle peut faire ce qu'elle veut et qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que la sensibilisation n'a pas marché. Donc, nous nous référons ces cas par le biais du directeur général à la brigade de salubrité publique qui se déplace sur les lieux, puisque c'est eux qui ont autorité pour faire usage de la force. Nous sommes des civils, c'est eux qui sont les corps habillés.
Donc maintenant, c'est eux qui se déplacent sur le terrain maintenant. Et dans certains cas, quand les gens voient que maintenant c'est des hommes en uniforme qui sont venus, je pense que la réaction, elle est autre que quand ils sont en face des civils. Donc c'est un peu la situation sur le terrain. Voilà. Vous avez parlé des plaintes. Quels sont les canons par lesquels vous recevez cette plainte? Comment est-ce que ça se fait? Merci beaucoup. Il y a les canaux classiques. Il y a un numéro vert que le directeur général a mis à la disposition de la population, le 8204, qui est disponible au jour ouvrable. Il y a le téléphone direct, le 22 50 0017 aussi, où vous pouvez appeler, mais là c'est payant. Vous pouvez également saisir la NASAP par un courrier adressé à son directeur général. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation, etc. Sur Facebook aussi, il y a des gens qui nous écrivent et envoient des photos à la pub. Nous sommes également sur TikTok où quand il y a des cas, les gens taguent à NASAP en dessous. Et si ça nous concerne, nous nous auto-saisissons. Nous sommes également sur LinkedIn, Twitter, etc. Donc, sur tous ces canaux-là, vous pouvez nous écrire en inbox et la réaction, elle est, je dirais, quasi instantanée. Voilà. Monsieur Kao, quand vous descendez justement sur le terrain, il y a des difficultés que vous rencontrez. Alors, parlez-nous de ces difficultés. Tout à fait. Comme dans tout métier, et surtout dans la gestion de la vie de la cité, surtout en matière de cadre de vie, nous rencontrons assez de... Mais je peux les catégoriser en deux. Généralement, nous rencontrons des résistances parce que les gens, pour des raisons diverses, ne veulent pas tempérer. Non, voilà, j'ai obtenu cette autorisation de m'installer ici. Non, c'est pour raison sociale. Non, où est-ce que vous voulez que je m'installe? Tout un tas, ça, c'est la résistance. Ça peut être lié à l'ignorance, à la méconnaissance de la loi et du savoir-vivre et des comportements en société. Ça, c'est de ce côté-ça. Maintenant, au-delà de ça, la deuxième catégorie, c'est carrément du trafic d'influence. Voilà, c'est le côté parfois qui, bon, nous, et comme je l'ai dit précédemment, comme nous avons des officiers de police judiciaire, ces genres d'actes envers les agents de la brigade ne marchent pas. Dès que quelqu'un est en infraction et que l'infraction vraiment est établie, quelle que soit l'autorité qui va intervenir en sa faveur, c'est que l'amende qui est prévue sera exécutée. Et ça, cette fermeté a été le credo de notre directeur général qui nous a donné mandat d'agir dans les règles de nos attributions. Donc, nous, pour ce côté, nous agissons. Dieu merci, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de bavure. On n'a pas extrapolé pour aller empiéter sur les droits de quelqu'un. Nous faisons tout ce que nous faisons dans notre travail, encadré par les textes réglementaires. Monsieur Tamakran, quelque chose à ajouter par rapport aux difficultés, pas la résistance, le trafic d'influence? Qu'est-ce que vous rencontrez sur le terrain? Bon, l'autre difficulté, c'est que des fois, les gens sont déguerpis, mais ils reviennent. Ce qui fait que, bon, des fois, il faut faire un travail de Sisyphe, puisque quand on vous déguerpit ou quand on vous interdit la chose, en fait, ce n'est pas par méchanceté. Il faut que les gens comprennent qu'en fait, c'est pour notre bien à nous tous. Parce qu'il y a eu des cas où des voitures ont dérapé et sont allées causer des morts. Parce que cette personne-là était installée juste à 2 cm de la route. Donc, c'est pour éviter ces genres d'accidents malheureux qu'il est interdit d'occuper les emprises des voies. Ça, c'est un. Et puis, de deux, une ville respectable n'est pas un ghetto. Parce que si nous laissons faire, notre capitale ne sera plus une ville, mais elle va devenir un ghetto où nous aurons tous les problèmes du monde. Et qui dit ghetto dit insalubrité, dit tout ce qu'il y a d'insécurité, dit que la capitale ne sera pas attractive pour attirer des gens, des touristes, etc. Donc il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que toutes ces actions-là, ce n'est pas de la méchanceté avec eux, mais c'est plutôt pour préserver leur vie d'abord et eux-mêmes leur activité. Parce qu'une activité commerciale
ne s'exerce pas, je dirais, sur la voie publique ou bien sur le côté qui est réservé pour qu'un piéton puisse passer librement. Donc c'est le message clé que nous voulons leur faire comprendre que quand nous venons, ce n'est pas parce qu'on veut tuer leur business, leur activité, non. C'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour que tout le monde puisse se sentir en confort dans son activité. Voilà. Monsieur le commandant, dans votre développement précédent, en termes de sanctions, vous avez parlé par exemple de la saisie ou encore de la fermeture des commerces. Alors quand on saisit ces biens-là, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que ça devient. Généralement, quand nous saisissons ces biens, nous les convoyons à un magasin localisé au niveau de notre direction et contre un récépissé de saisie. Et cette personne revient à la brigade avec ce récépissé et ensemble, on décortique pour expliquer à la personne ce qui lui est reproché et ce qui l'attend. Et dès que la personne s'exécute, la personne rentre dans ses droits et elle reprend ses biens. Donc jusqu'à présent, la plupart des biens saisis, à part les véhicules que qui sont garés, comme le directeur l'avait souligné, à des endroits inappropriés et que nous avons eu la possibilité d'enlever et aller parquer. Je pense que c'est ça qui souvent traîne un peu, parce que certains qui ne sont pas en règle traînent à venir récupérer. Sinon, la plupart du temps, les gens viennent récupérer leurs effets contre une amende, bien sûr, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout et ce qui nous a amené à faire des saisies. Mais avant que le directeur ne continue, je voulais aussi souligner un aspect que l'encombrement, en réalité, les populations ne savent pas les méfaits que cela produit sur elles-mêmes. Nous sommes en temps de pluie actuellement. Si vous voyez comment les gens occupent les emprises publiques, les endroits aménagés pour l'écoulement facile de l'eau, vous voyez que les encombrements, par exemple, l'occupation des voies, des trottoirs, des accotements avec des véhicules ou bien des étals, les ordures, les plastiques viennent s'entasser, l'eau de ruissellement vient les prendre et les mettre dans les caniveaux et ça crée des goulots d'étranglement à tel point que l'eau ne va pas facilement circuler, rejaillissent à certains endroits pour créer des inondations. Je profite pour faire un appel à ce propos que l'encombrement a aussi d'autres conséquences sur la vie quotidienne de nos populations. Donc peut-être que le directeur va revenir sur l'autre aspect. Pour embrayer sur ce que le commandant a dit, une des expériences que nous vivons sur le terrain, c'est que quand il y a inondation mais quelque part et que vous déployez une pompe, il suffit qu'un seul sachet rentre dans la machine se bloque automatiquement. Alors que le sable peut rentrer, la boue peut rentrer, il gère. Mais dès qu'un sachet rentre dans la machine arrête de travailler. Il faut maintenant réouvrir pour chercher à extraire le sachet. C'est pour vous dire à quel point ces petits gestes que nous jugeons anodins sont quand même nocifs pour l'environnement. Et je voudrais aussi rappeler une autre forme d'encombrement. Les personnes qui mettent les panneaux publicitaires amovibles au niveau des ronds-points, des carrefours, de telle manière que quand vous voulez faire une manœuvre, vous n'arrivez pas à avoir soit à gauche, à droite, pour voir est-ce qu'il y a un véhicule ou une moto qui arrive. Ce n'est pas bon. Parce que des fois, vous êtes en circulation, vous voulez regarder à votre gauche, il y a un panneau qui vous obstrue la vue, vous voulez me tourner, il y a un panneau amovible qu'on a mis là-bas, et c'est compliqué, et ça cause des accidents. Mais les panneaux, il ne faut pas les mettre vraiment, vraiment près des ronds-points et des carrefours. Ça empêche la circulation, c'est très, très, très important. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on est là pour l'encombrement, mais n'oublions pas aussi tous ceux qui font les branchements illicites dans les caniveaux, nos sœurs coiffeuses, les officines privées, les usines qui mettent l'eau, les particuliers qui mettent leur eau de piscine, tout ça se retrouve dans les caniveaux et ça rend les caniveaux nauséabonds. Et quand vous passez en ville, il y a des odeurs pas vraiment très bien que nous respirons. Tout ça, il faut que nous arrivions vraiment à adopter de bons gestes pour notre santé et notre confort à nous tous. Mais c'est très important.
Voilà. Je reste avec vous, directeur. Qui peut saisir la brigade de la NASAP et comment? La brigade de la NASAP est une émanation publique. Tout le monde peut la saisir. Il n'y a pas de restriction. Tout le monde qui estime que son cadre de vie est menacé, qu'elle se sent dans un certain inconfort, est habilité à la saisir. Tout le monde. Il n'y a pas de restriction ou de limite. Comment non? Tout le monde. Et comment? Voilà, comme le directeur l'a dit, notre direction générale est située à Béji-Limousine, 300 mètres nord du rond-point de Limousine, en venant vers Aguayassié. Donc la direction est là-bas. Les plaintes sont recevables tous les jours, ouvrables, par les canaux que le directeur a déjà cités, téléphone, par courrier, courriel. Et nous sommes disposés à recevoir tout le monde pour toute plainte. Comme j'avais énoncé au niveau de nos missions, nous gérons toute plainte liée au cadre de vie, nuisances sonores, olfactives, élevage des animaux, divagation. Bon, nous ne rentrons, certes nous faisons de la police administrative, certes, mais nous ne rentrons pas trop dans les scènes de ménage et d'autres disputes qui sont purement réservées au commissariat de police et de gendarmerie pour la police judiciaire. Mais pour des questions de voisinage liées au cadre de vie, gestion des eaux usées, des ordures dans les quartiers, déversement des eaux devant les maisons des gens le long de clôtures, gestion des eaux de pluie, des toits des uns des autres, tous ces genres de plaintes-là, nous les recevons. Donc nos services sont toujours ouverts pour tout le monde. Alors, si un citoyen qui vient vers vous, qui vient déposer donc sa plainte, alors la NASAP prend combien de temps avant de descendre sur le terrain? Ou bien à peine la plainte déposée, la NASAP fait en même temps la descente sur le terrain? Bien, comment est-ce que ça se passe? Je tiens à préciser que, bon, je ne sais pas qu'on veut ça de mais quand vous déposez une plainte, ça ne fait même pas 7 jours, on se déplace. Ça, c'est l'une de nos forces. On se déplace systématiquement. Et ça fait que beaucoup de gens se dirigent vers nous parce qu'ils vous diront, j'ai écrit à ma commune une fois, 2 fois, 3 fois, ils ne sont pas venus. Par dépit, je m'adresse à vous en dernier recours. L'une de nos instructions, c'est que lorsqu'il y a une plainte, on se déplace systématiquement pour aller constater. Dans certains cas, vous verrez que, bon, c'est peut-être des mésententes de voisinage, un peu de jalousie. Bon, vous essayez de gérer à l'amiable puisque vous trouvez que, bon, ça ne constitue pas quelque chose de grave pour qu'on puisse intervenir. Donc, vous essayez de raisonner les deux parties pour dire que ça, là, c'est léger, c'est bon, vous pouvez vous entendre. Hein. Mais c'est un point d'honneur chez nous. On ne fait même pas une semaine. On vient systématiquement vérifier la chose et voir si on peut s'en saisir. Et très souvent, nous trouvons pratiquement toujours des résultats. Parce que comme on l'a dit, le commandant l'a dit, nous faisons de la pédagogie, de la sensibilisation, tout ça pour que tout le monde comprenne que tout ce que nous faisons, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour le bien de nous tous. Voilà. Commandant, comment est-ce qu'on peut reconnaître les agents de la brigade sur le terrain? Bon, merci. Avant de donner les signes distinctifs de la brigade, j'aimerais peut-être appuyer le directeur pour dire que ce n'est pas pour s'enorgueillir. Bon, les faits sont là et notre directeur général, il en est témoin et il nous en félicite. Et il nous exhorte également à vraiment travailler, puisque étant donné qu'il a mis les moyens qu'il faut et avec les équipes qu'il faut, nous faisons diligence. Peut-être le directeur a donné vraiment le délai le plus long. J'allais dire même que souvent nos réactions sont immédiates. Sinon, dans les 24 heures, les 48 heures qui suivent, dès que la plainte est là et que les équipes sont disponibles, automatiquement, nous intervenons sur le terrain. Voilà. La plupart du temps, c'est 48 heures, 72 heures. Et peut-être les témoignages de satisfaction ne sont pas publics. C'est pour ça que peut-être ce n'est pas encore
de visible. Mais peut-être que ceux qui sont dans le besoin, dès qu'ils auront approché la brigade, ils auront satisfaction. Donc maintenant, en ce qui concerne la distinction de la brigade, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes composés des forces de l'ordre et de défense et de certains membres des ministères sectoriels. Donc nous travaillons en tenue d'abord, ça c'est un premier signe distinctif, la tenue militaire, de police ou de gendarmerie. Et surtout, nous portons l'effigie de la NASAP, qui est le gilet. Voilà, il y a plusieurs signes distincts, mais c'est le gilet surtout, le gilet qui distingue vraiment que c'est le personnel de la NASAP. Et pour la brigade, c'est bien précisé, brigade de la NASAP. Et les moyens que nous utilisons, à savoir les moyens roulants pour le déplacement et les descentes et les patrouilles, les moyens aussi sont estampillés brigade de salubrité publique de la NASAP. Donc c'est des signes qui sont distinctifs pour mettre la différence entre la brigade de public de la NASAP, de salubrité publique de la NASAP et les autres brigades de force de l'ordre. Directeur, Oui, madame. à part le gilet, les moyens roulants, est-ce qu'il y a des badges? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas l'homme, mais peut-être ce gilet, il y a une personne, peut-être avec une mauvaise intention, le signe à ce gilet-là, il se fait inscrire la brigade, mais qui n'est pas forcément de la brigade. Oui, effectivement, il y a des bails professionnels pour tout le personnel de la NASAP. Mais je pense que le premier signe distinctif, c'est la tenue. Puisque c'est des officiers des FDS, des forces de défense, ils ont leur tenue avec leur signe, tout ça. C'est ça qui prouve que d'abord, c'est des corps habillés. Et maintenant, le gilet à NASA Brigade de Salubrité vient confirmer le fait qu'ils sont détachés à la NASA pour le travail. Et effectivement, encore, il y a le badge professionnel signé par le directeur général aussi, qui confirme. Maintenant, on ne sait jamais. D'autres personnes peuvent se prévaloir de la NASAP. Ça coûte rien d'appeler le 8204 pour dire qu'à tel moment, telle personne se prévalant de la NASAP est venue chez moi. Est-ce que vous confirmez que c'est votre personnel? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri de l'arnaque. Donc, tout le monde a vraiment le moyen de confirmer que les personnes qui sont venues chez lui sont vraiment des éléments de la NASAP. Voilà. Depuis quand, moi j'aimerais savoir, depuis quand la brigade elle est fonctionnelle? Ça fait combien d'années? La brigade est fonctionnelle depuis 2015 où la NASAP a été opérationnelle. Très souvent, quand nous venons à l'émission, les journalistes s'étonnent, on ne connaît pas la brigade, tout ça. Et moi, je souris, je dis, ceux qui sont venus une fois payer une amende à la brigade, je ne suis pas sûr qu'eux, ils vont dire que la brigade met les dispensaires dont on a saisi les marchandises. Ceux qui sont venus une fois payer, ils ne vont jamais ouvrir. Donc, mais c'est pourquoi depuis 2015, on fait l'effort de venir, tout ça. Et même sur certains médias, on donne notre numéro vert en cas de souci pour qu'on nous appelle. Voilà. Commandant, on veut acheter quelque chose? Oui. C'est peut-être pour atténuer un peu votre inquiétude. C'est que dans la vision du directeur général, il a l'ambition de procéder à une montée en puissance de cette brigade pour qu'elle soit plus dotée en moyens personnels, en moyens matériels, et en mobilité et en tout ce qu'il faut pour qu'elle soit encore beaucoup plus opérationnelle et plus visible. Comme vous l'avez souligné, que depuis quand elle est là, les gens ne sentent pas trop ou bien elle n'est pas trop connue. Donc dans la vision du directeur général de la NASAP, il y a nécessité que la brigade soit beaucoup plus sur le terrain aujourd'hui, surtout avec la recrudescence des actes inciviques que nous constatons et que nous avons dénoncés tout au long de l'émission. Donc il y a espoir que dans les jours à venir, la brigade soit plus visible sur le terrain en termes de personnel, de moyens et de capacité d'action. Et la population en sera bénéficiaire. Voilà. Mais j'ai même envie de dire que la brigade n'intervenant qu'en dernier recours, elle doit être la moins visible possible. Parce que si la sensibilisation marche,
si la médiation marche, on ne doit vraiment pas utiliser la force. On ne l'utilise qu'en dernier recours. Et je tiens aussi à préciser que quand nous parlons de brigade, c'est vrai qu'on voit la force publique derrière, mais il faut plus de la pédagogie. Par exemple, nos frères qui vendent les motos au bord des routes, on ne leur dit pas quitter ici, mais on discute avec eux. Par exemple, on dit bon, au moins repousser les motos de 2 mètres pour laisser au moins un petit passage pour que les piétons puissent circuler. Donc, mais c'est pour dire que ce n'est pas la France qui vient en avant, mais on sait que tout le monde vit de ce commerce-là avec sa famille, on est conscient, mais quand on vient, on essaie ensemble de trouver des solutions selon le terrain, selon la situation, pour que si possibilité, il y a la personne puisse continuer son activité, mais sans aussi empiéter sur le droit des autres à circuler librement. C'est très important. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vais prendre donc vos mots de fin, commandant, sur ce thème de l'encombrement. Merci, madame. C'est un appel que moi je vais lancer à l'endroit de nos vaillantes populations d'éviter d'occuper le plus possible les emprises et les espaces publics pour toute fin. Et cela y va de notre sécurité nous-mêmes contre les accidents et ça protège aussi notre cadre de vie. Voilà, merci. Moi, en guise de mot de fin, je dirais que la propreté, mais la salubrité d'une ville ne dépend pas forcément du service de nettoyage, mais ça dépend aussi des habitudes de la population. Parce que si on nettoie, mais nous salissons automatiquement, nos villes ne seront jamais propres. Donc, ayons les bons gestes, abonnons-nous à la précollecte, puisque en 2024, il y a des gens qui ne sont pas toujours abonnés à la précollecte dans leur maison. Abonnons-nous, ayons des WC dans nos domiciles et je pense que le cadre de vie et l'environnement s'en portera mieux. Merci. Voilà, merci, vous l'aurez donc compris, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale qui était consacrée au thème de l'encombrement. Nous avons reçu 2 invités, le chef de bataillon, Kao Ngla Ani, qui est commandant de la brigade de salubrité de l'ANAZAP, et M. Tamakloé Efui Kofi, qui est le directeur de communication à l'ANAZAP. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation de partager ces informations avec nous. Nous allons vous dire au revoir, très chers téléspectateurs, et à mercredi prochain. Merci.